Merci beaucoup, chère Estelle, d'abord pour cette invitation, pour me donner l'opportunité de présenter un petit peu ce sujet devant vous aujourd'hui. Merci aussi à l'audience aujourd'hui. Donc, l'Union européenne et la responsabilité de protéger. Je suis européaniste, pas internationaliste. Donc, je le précise en guise de préambule, même si, ayant travaillé sur la politique étrangère de sécurité commune de l'Union européenne, nécessairement, c'est une thématique qui est à la frontière des deux. Alors, c'est un thème qui est lié à plusieurs axes de recherche, comme tu le précisais, Estelle. L'action extérieure de l'Union européenne est un de mes principaux axes depuis maintenant trop longtemps, puisque j'ai fait ma thèse de doctorat sur la politique étrangère et de sécurité commune. C'est mon premier axe de recherche. Je continue à travailler sur ces thématiques-là, et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser au rôle de l'Union européenne à l'égard de la responsabilité de protéger, puisque aujourd'hui, j'essaie de trouver des thématiques un peu plus pointues pour essayer de creuser cette question de l'action extérieure de l'Union européenne dans différentes directions. Donc la responsabilité de protéger, c'est venu aussi d'une demande qui m'a été faite, d'une invitation à participer à un groupe d'experts qui s'appelle la Task Force on EU Prevention of Mass Atrocities, qui est un groupe d'experts à l'échelle européenne qui a réfléchi donc aux moyens de renforcer la capacité de l'Union européenne en matière de prévention des crimes de génocide et des atrocités de masse. Donc j'étais invité à rejoindre ce groupe qui m'a aussi un peu amené à travailler sur ces thématiques. La responsabilité de protéger, la prévention des atrocités de masse étant pas similaires, mais évidemment reliées, interconnectées. Et donc ensuite, ayant un peu investi ce champ, j'ai répondu à une demande aussi de Jean-Denis Simon de Nancy pour l'annuaire français de relations internationales. Donc ça, c'est ma thématique, disons, un peu d'origine, l'action extérieure de l'Union européenne, mais j'essaie de la croiser avec cette présentation, avec d'autres questionnements qui sont des questionnements plus transversaux sur l'intégration juridique, en particulier la question du droit souple, de la soft law, qui m'occupe beaucoup, et la question des résistances des États membres face aux normes juridiques, dures ou souples, qui m'intéresse aussi beaucoup. La Cour de justice étant aussi, pour moi, dans le paysage, si je puis dire. Donc tout cela tourne autour d'une réflexion autour de l'intégration par le droit. Est-ce que l'intégration par le droit est toujours au cœur du processus d'intégration européenne ou beaucoup moins aujourd'hui qu'il n'a pu l'être il y a quelques années. Alors, juste un mot de présentation des deux termes du sujet en guise d'introduction, en commençant par la responsabilité de protéger. Donc un petit rappel, c'est une notion qui émerge en 2005 avec la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui, à ce moment-là, pose la notion au sein du système onusien. Le rapport du secrétaire général des Nations unies en 2009, combiné avec la résolution, donne à la notion une forme qu'on lui connaît toujours actuellement, avec ses trois piliers traditionnels, l'un faisant peser cette responsabilité plus sur l'État qui accueille une population menacée. C'est d'abord à cet État, au gouvernement de cet État, d'assurer la protection de sa population contre le risque de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le nettoyage ethnique. Le deuxième pilier, c'est une responsabilité partagée puisque la communauté internationale peut aider l'État en question à assurer la protection de sa population. Et la troisième forme de responsabilité, le troisième pilier de la responsabilité de protéger, c'est plutôt une sorte de responsabilité de substitution qui incombe à la communauté internationale dans l'hypothèse où l'État lui-même n'assurerait pas la protection de sa population ou serait
complices des crimes qui sont visés par ce concept. Est-ce qu'il s'agit d'un véritable principe juridique, d'une norme de soft law, d'un objectif purement politique qui n'a aucune forme de normativité? C'est une question qu'on peut se poser. Travaillant beaucoup sur la notion de droit souple, j'en ai une vision très extensive et qui peut poser problème à un juriste plus soucieux, je dirais, de protéger le droit au sens strict du terme. Mais moi je vois le droit comme situé sur une échelle de normativité ou un continuum allant des normes non juridiques jusqu'au droit le plus dur, mais entre les deux extrêmes on a un certain nombre de situations de souplesse du droit avec différentes formes de souplesse du droit, et moi je m'appuie sur deux concepts donc dans deux critères dans cet article que j'ai publié au European Law Journal. Je le fais passer. Où en fait je travaille sur la notion d'obligation et la notion de contrôle. C'est-à-dire que la normativité est liée à la fois à l'existence ou non d'une obligation et à la forme de cette obligation, mais aussi au mécanisme de contrôle attaché à cette obligation. Donc, si on revient à la responsabilité de protéger, on peut se demander si il y a une obligation, la réponse sera plutôt non. Est-ce qu'il y a une forme de contrôle plutôt faible aussi? Donc dans les deux cas, on est plutôt en bas. Soit c'est de la soft law, soit c'est même pas de la soft law. C'est une question qu'on peut se poser. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant de se demander, c'est s'il y a une progression de ce concept vers une plus forte normativité. Est-ce qu'au fil du temps, c'est un concept qui devient plus juridique? Et est-ce que l'Union européenne a joué dans ce sens? Deuxième terme du sujet, l'Union européenne. Alors l'Union européenne comme acteur ou actrice internationale. Il y a deux aspects à cette émergence de l'Union européenne en tant qu'acteur international. Il y a un aspect interne qui a été beaucoup étudié, à la fois par la science politique et par le droit, parce qu'il y a une vraie contribution du droit à ces sujets-là. Donc, progressivement, on a vu s'opérer une institutionnalisation de la politique étrangère ou de l'action extérieure de l'Union européenne. Au niveau des compétences, en particulier la compétence de politique étrangère et de sécurité commune s'est élargie. C'est le fameux article 24.1 du traité sur l'Union européenne qui envisage une évolution vers la défense. Donc cette évolution est en cours. On a vu aussi une institutionnalisation sous la forme d'un resserrement des liens entre les différents domaines externes. C'est tous les articles des traités portant sur la cohérence externe, la cohérence des politiques, dont l'article 21.3 sur la cohérence spécifique des politiques externes. Et puis on a vu un renforcement institutionnel assez important avec la création du poste de haute représentante pour la politique étrangère, les affaires étrangères et la politique de sécurité, la création du service européen d'action extérieure, et puis globalement une politique de sécurité et de défense commune qui aussi s'est institutionnalisée avec la mise en place d'organes spécifiques à cette PSDC qui se sont développés assez rapidement, de sorte qu'on peut même aujourd'hui poser des questions telles que la PESC est-elle encore intergouvernementale? Est-ce que c'est encore un domaine qu'on peut considérer comme purement intergouvernemental, totalement à l'opposé de la méthode communautaire? On voit que le droit est présent dans la PESC, qu'il y a une sorte d'institutionnalisation qui en fait, à l'instar de ce que proposait Alan Menon, une forme d'intergouvernementalisme supranational, qui peut paraître une contradiction dans les termes, mais qui signifie qu'il y a une coopération qui reste une coopération intergouvernementale, mais il y a une telle institutionnalisation qu'il y a une sorte d'imprégnation supranationale dans la coopération intergouvernementale. L'impact de l'Union européenne à l'extérieur, donc ce n'est pas uniquement la question de l'institutionnalisation
de la politique étrangère européenne, c'est aussi la question de son impact sur les États tiers, son environnement international. Très souvent, c'est la notion de puissance normative qui est utilisée pour décrire l'Union européenne comme acteur international. Et là encore, dans la puissance normative, le droit potentiellement peut jouer un rôle, puisque ces normes que promeut l'Union européenne peuvent être des normes juridiques. Alors la question la question de recherche que je pose ici, c'est la question de la contribution de l'Union européenne à l'émergence de la responsabilité de protéger et la question des limites de cette contribution, puisque sans faire durer le suspense plus longtemps, il est évident que c'est une contribution qui reste très limitée. L'intérêt de ce sujet, pour moi, si on cherche un intérêt social, il serait, ou éthique, il est évidemment à chercher du côté de la protection des populations civiles. Il s'agit de voir si tout cela, à la fois le concept, mais aussi la contribution de l'Union, peut se faire au bénéfice des populations menacées. Sur le plan académique, ça nous permet de réfléchir à l'émergence d'un concept et à son intégration dans le champ du droit, donc aux évolutions sur l'échelle de normativité. Est-ce qu'on a un cas de concept qui n'est pas juridique et qui, au fil du temps, le devient? Et puis, c'est pour moi, c'est en ce sens-là que j'indiquais que je suis européaniste, donc c'est aussi mon centre d'intérêt est aussi vis-à-vis de l'Union européenne. Je pense que le thème de la responsabilité de protéger peut être utilisé comme un révélateur de ce qu'est l'Union européenne en tant qu'acteur international aujourd'hui, à la fois de ses potentialités, mais aussi de ses limites. Je souligne aussi que c'est quand même un thème qui a été très peu étudié. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles c'est peu étudié, mais je pense qu'il est important néanmoins de s'en préoccuper. Alors l'approche que je développe est toujours un peu de situer le droit dans son contexte. Alors là, particulièrement puisqu'il s'agissait d'une commande de l'annuaire français de relations internationales, donc la dimension relations internationales se devait d'être présente dans le texte que je propose. Donc je me propose de développer à la fois la réponse à la première question, tout simplement, la contribution de l'Union européenne à la responsabilité de protéger, et ensuite, dans un second temps, je chercherai à établir de quelle manière ce thème de la responsabilité de protéger permet de faire un bilan des potentialités et limites de l'Union européenne comme acteur international. Alors la contribution, ce bilan de la contribution de l'Union européenne à l'émergence du concept, on peut se situer à deux niveaux, en fait, quand on cherche à établir un bilan, un niveau purement normatif et un niveau plus opérationnel, voir comment la norme ou les normes sont mises en œuvre d'un point de vue opérationnel. Sur le plan normatif, tout d'abord, il faut rappeler que l'Union européenne n'est pas à l'origine de la responsabilité de protéger, qui trouve plutôt sa source dans la Commission internationale sur l'intervention et la souveraineté de l'État. Et donc à l'origine, c'est plutôt le Canada qu'on retrouve moteur de ce concept. Et même l'Union européenne a eu un peu de mal avant de se positionner. Et quand elle l'a fait, le Conseil européen des 16 et 17 juin 2005, elle le fait sur une ligne prudente qui rappelle le monopole du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière d'autorisation des interventions militaires. Donc on sent bien déjà qu'il y a une gêne pour l'Union européenne à se saisir de ces questions. Néanmoins, en 2005, lorsque sera débattue la question d'inclure le principe dans le document final du sommet mondial, l'Union européenne sera quand même un des acteurs qui jouera un rôle important pour l'inclusion du concept dans la résolution de l'Assemblée générale.
2008-2009, lorsque l'on discute du rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, on s'aperçoit que l'Union européenne est présente sur le pilier 1 et le pilier 2, l'Union européenne en tant que telle. Sur le pilier 3, à savoir la question de la communauté internationale qui, en quelque sorte, remplace un État qui ne protège pas sa population, donc pilier 3 qui sous-tend la question de l'intervention militaire. Là, ce n'est pas l'Union européenne en tant que telle qui est présente, mais plutôt la France et le Royaume-Uni. J'évoque aussi la période 2011-2012 où le Brésil fait une proposition sur la responsibility while protecting, c'est-à-dire la responsabilité lorsque l'on cherche à protéger les populations, donc qui est une toute autre perspective qui vise à prendre garde au fait que l'intervention au nom de la responsabilité de protéger doit elle-même se faire dans le respect des populations. Là encore, c'est une proposition qui pose un peu problème aux Européens, où on voit par exemple le Portugal soutenir très nettement la proposition faite par le Brésil, la France et le Royaume-Uni étant beaucoup plus opposés. Alors quelques remarques. On peut considérer que sur le plan normatif, en fin de compte, l'Union européenne soutient l'émergence du concept, mais qu'il n'y a pas de réel consensus quant au contenu précis qu'on doit lui donner. Et donc l'Union européenne, au fil du temps, n'a pas véritablement favorisé la juridicisation du concept. Sans doute du fait de ses propres dissensions. Et y compris sur des aspects où l'Union était plus à l'aise, tous les aspects préventifs, par exemple, qui a fait l'objet d'un rapport du secrétaire général en 2010, sur l'alerte précoce, l'évaluation, le rôle des arrangements régionaux, qui a aussi fait l'objet d'un rapport en 2011. Même sur ces sujets, on ne peut pas dire que l'Union européenne ait été véritablement fer de lance et contribuer à modifier de manière substantielle le contenu du concept. Et au niveau européen, c'est-à-dire au niveau du droit de l'Union lui-même, il n'y a pas eu d'intégration du concept dans les traités, alors que ça aurait été possible en fin de compte, puisque le traité de Lisbonne est postérieur à la résolution de 2005, donc on aurait pu très bien intégrer la responsabilité de protéger parmi les objectifs de l'action extérieure qui sont listés à l'article 21.2 et qui renvoient beaucoup aux objectifs onusiens. Mais donc il n'y a pas d'intégration dans le traité, même si ces objectifs restent des objectifs dans le traité sur l'Union européenne. Ça n'est pas, pour moi, c'est un droit dur qui reste souple, puisque ce sont des objectifs vers lesquels on peut tendre, mais déjà cela paraissait trop ambitieux ou trop audacieux. Donc on a préféré utiliser la responsabilité de protéger à un niveau que je dirais stratégique, c'est-à-dire dans le cadre de documents stratégiques qui sont adoptés par le Conseil européen sur le fondement des traités, puisque c'est une des fonctions du Conseil européen que d'adopter ce type de documents stratégiques. Donc consensus pour le développement, pour l'aide humanitaire, stratégie européenne de sécurité, alors qui date de 2003, mais donc c'est avant 2005, donc il ne pouvait difficilement y avoir la responsabilité de protéger à ce moment-là. La stratégie globale récente sur l'action extérieure de l'Union européenne de 2016, tous ces documents citent la responsabilité de protéger, on la trouve mentionnée dans les documents. Et même dans le dernier document sur le développement, on trouve aussi la prévention des atrocités de masse. Peut-être que la task force dont j'ai parlé tout à l'heure a d'une certaine manière un peu réussi son objectif qui était
demander à l'Union européenne de prendre en compte beaucoup plus cet objectif préventif à la fois ses documents stratégiques, mais aussi ses politiques. Donc la question qu'on peut se poser, c'est de savoir s'il s'agit d'un usage purement incantatoire, ou si l'Union européenne a tout de même contribué à l'enracinement de la notion, un peu des deux, mais en tout cas, cet enracinement de la notion, qui est aujourd'hui utilisé dans beaucoup de documents, ne s'est pas accompagné d'une précision de son contenu. Sur le plan opérationnel, maintenant, quand on cherche à voir comment l'Union européenne a pu mettre en œuvre la responsabilité de protéger dans ses politiques externes, là encore, on va voir que le bilan est plutôt contrasté. Alors, j'ai fait une distinction entre le niveau normatif et le niveau opérationnel. C'est une distinction un peu abstraite, donc on ne s'est pas placé de manière très très nette la limite entre les deux. Alors là, je le considère déjà comme de l'opérationnel, mais on est encore un peu dans le normatif. Ce sont tous les documents qui précisent les objectifs stratégiques, mais région par région ou pays par pays. Donc les documents pays ou les documents région. Documents pays, c'est-à-dire les stratégies spécifiques à l'égard de tel ou tel pays tiers. On s'aperçoit qu'il n'y a pas d'usage systématique de la notion dans ces documents. Il n'y a pas une généralisation de l'usage de la notion dans ces documents. On trouve tout de même quelques références assez limitées dans des déclarations UE-Afrique, mais on ne peut pas dire que la notion ait trouvé sa place dans les documents spécifiques aux régions ou aux États tiers. Quand on regarde de quelle manière l'Union européenne s'est positionnée par rapport à l'usage de la responsabilité de protéger dans un cadre onusien, on s'aperçoit que c'est un sujet qui reste controversé. Il y a des dissensions. Donc, proposition de la France d'invoquer la responsabilité de protéger à propos du Myanmar. L'Allemagne et le Royaume-Uni s'y opposent. Dans d'autres cas, les Européens arrivent à s'entendre. Sur la Libye en 2011, donc il y a une unité positive en faveur de l'invocation de la responsabilité de protéger. Il y a une unité plus négative à l'égard de la proposition russe d'invoquer la responsabilité de protéger dans le cadre du conflit en Géorgie en 2008. Donc des cas où les États ne sont pas d'accord sur l'invocation de la responsabilité de protéger, d'autres où ils le sont. Il faut signaler que c'est une question qui relève principalement aux Nations Unies, qui relève de la France et du Royaume-Uni, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Donc ce qui évidemment pose problème à l'Union européenne, même si on a l'article 34 du traité sur l'Union européenne, en vertu duquel les membres permanents du Conseil de sécurité doivent se concerter les autres États membres, informer les autres États membres, défendre les positions et les intérêts de l'Union au sein du Conseil de sécurité. Néanmoins, les spécialistes de l'action extérieure de l'Union européenne sont généralement d'accord pour considérer que ce rôle de la France et du Royaume-Uni sur la base de l'article 34 du traité sur l'Union européenne il n'est pas exercé de manière très conforme à ce que l'article suppose. Il n'y a pas d'activité opérationnelle dans les pays où des populations civiles sont directement menacées. Alors c'est peut-être un peu tranché, il n'y a pas beaucoup d'actions opérationnelles. Évidemment, on peut signaler le veto allemand à l'idée d'une intervention européenne en Libye en 2011, où là il y avait une occasion pour les Européens d'une intervention qui pouvait être justifiée par la responsabilité de protéger, mais le veto allemand fera que la France et le Royaume-Uni interviendront dans un autre cadre. Et globalement, dans les résolutions du Conseil de sécurité où on trouve une invocation de la responsabilité de protéger,
l'Union européenne ne participe pas à la mise en œuvre opérationnelle. On a tout de même quelques opérations de la PSDC, de la politique de sécurité et de défense de l'Union, qui peuvent être plus ou moins directement rattachées à la notion en République démocratique du Congo, Soudan, République centrafricaine. Mais en aucun cas, cela sera présenté comme une mise en œuvre directe de la responsabilité de protéger. Donc tout ceci, ce bilan un peu mitigé, malgré des demandes externes d'un plus grand engagement de l'Union européenne en faveur de la responsabilité de protéger, au niveau du Parlement européen, qui en matière d'action extérieure est souvent l'instance qui propose une sorte de politique étrangère alternative, une autre politique étrangère possible. Donc on a des demandes d'utilisation de la notion au Parlement, et la société civile, je cite de nouveau la task force, qui est aussi à jouer ce rôle d'incitation à renforcer cette dimension au sein de l'Union. Alors dans un deuxième temps, qu'est-ce que cela nous révèle des potentialités et des limites de l'Union européenne en tant qu'acteur international? C'est le deuxième point que je voudrais aborder, en proposant une sorte d'analyse à partir d'une grille préétablie que j'emprunte ou que j'adapte d'un certain nombre d'auteurs qui ont développé la notion d'actness. J'utilise en anglais parce qu'il n'y a pas véritablement d'équivalent français, c'est la notion d'acteur, hein, disons, mais la qualité d'acteur. Alors les éléments que je mets en avant sont des éléments internes au système européen d'action extérieure. C'est-à-dire que ce que j'appelle système européen d'action extérieure, ce sont l'ensemble des mécanismes, institutions, règles qui régissent l'action extérieure de l'Union européenne. Donc pour moi, il faut regarder dans cet ensemble-là et chercher les causes de ce bilan nuancé, qui peut provenir d'un manque de volonté ou d'un manque de capacité. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de volonté ou parce qu'il n'y a pas de capacité? Et les éléments externes, c'est externe au système européen d'action extérieure, peuvent venir des États membres, du contexte européen plus général ou du contexte international plus général. Alors j'essaie de développer rapidement ces quelques points, si j'ai encore un petit peu de temps, on est à peu près dans les temps. Alors, la dimension interne. Alors, interne, c'est pas interne à l'Union européenne, c'est interne au système d'action extérieure de l'Union européenne. Deux éléments qu'on peut mettre en balance. Soit il s'agit d'un manque de volonté, soit il s'agit d'un problème de capacité. Commençons par le manque de volonté. Alors, certains travaux ont souligné le fait qu'il n'y a pas d'accord entre les trois grands, entre guillemets, France, Royaume-Uni et Allemagne, pour des raisons, entre guillemets, culturelles, c'est-à-dire de culture stratégique. C'est dans ce sens-là que j'utilise le terme culturel. Les cultures stratégiques des États sont différentes. Globalement, l'idée, c'est que la retenue militaire de l'Allemagne fait qu'il ne peut pas y avoir de consensus entre les trois grands. S'il n'y a pas de consensus entre les trois grands, il n'y a pas de consensus plus large. À cela, sur le plan juridique, s'ajoute le fait qu'il y a un contrôle de l'action extérieure, contrôle parlementaire de l'action extérieure en Allemagne, beaucoup plus important qu'ailleurs, en particulier lorsqu'il est question d'intervention militaire. Lorsqu'on cherche à sortir des trois grands, on s'aperçoit qu'il n'y a pas non plus véritablement de consensus. On trouve certains États très actifs en faveur de la responsabilité de protéger. Le Danemark, la Slovénie, les Pays-Bas sont parmi les États les plus actifs. Mais d'autres États sont plutôt attentistes. La Commission européenne n'est pas très en avant sur ces questions-là. Peut-être que c'est trop loin de son champ de compétences. La haute représentante non plus n'a pas forcément joué le rôle qui aurait pu être le sien sur ces questions-là. Enfin, les deux hautes représentantes, Catherine Ashton d'abord et Federica Mogherini ensuite.
Peut-être que Javier Solana, dans la période précédente, qui était beaucoup plus intéressé par les questions de sécurité et de défense, ou plutôt qu'il a, c'est pas seulement une question d'intérêt, mais il a beaucoup plus contribué à l'émergence d'une politique de défense. Peut-être que Javier Solana aurait plus mis en avant la notion que nous l'ont fait Catherine Ashton et Federica Mogherini. Alors, juste sur cette question de volonté politique, je voudrais citer les travaux d'un politiste, parce que c'est une question de volonté politique, c'est la science politique qui a plutôt étudié ce type d'interrogation. Chris Bickerton rappelle, dans un travail sur la politique étrangère de l'Union européenne de manière générale, hein, pas sur la responsabilité de protéger, qu'on postule, quand on étudie l'action extérieure de l'Union européenne, que ce que l'Union européenne cherche, c'est l'efficacité ou l'effectivité de son action. Alors qu'en réalité, peut-être qu'il y a d'autres fonctions à son action. Donc que l'Union européenne, si on adapte ce qu'il dit au sujet qui nous préoccupe, s'intéresse à la responsabilité de protéger, pas véritablement dans le but de l'utiliser et d'apporter une contribution efficace à la gestion des crises et au maintien de la paix, mais peut-être pour d'autres raisons, pour d'autres fonctions. Donc lui avance l'idée de construire l'identité européenne. On utilise des notions parce que ça construit l'identité européenne, mais pas forcément parce qu'on a véritablement l'intention de rendre la notion effective. Il rappelle que très souvent, ces notions sont aussi l'occasion pour les institutions de se positionner les unes à l'égard des autres. Donc il y a un usage de la notion qui est lié aux batailles de territoire, les turf battles, entre les institutions. Une autre fonction possible de la politique étrangère européenne, justifier l'inaction au niveau national sur le plan militaire. Et donc, on dit, voilà, c'est de toute façon décidé au niveau européen, mais les États membres n'ont aucune envie d'intervenir militairement, sauf quelques exceptions, parmi lesquelles généralement on trouve la France, mais pour le reste, il y a une volonté d'intervention très faible, et le niveau européen ne fait que justifier cette inaction. Donc je ne pense pas qu'on puisse aller totalement au bout de cette logique. Je pense que l'effectivité, on ne peut pas faire un procès d'intention et considérer que toute politique est menée pour des raisons autres que celle qui est au centre de la politique elle-même. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête parce que l'objectif d'une politique étrangère, c'est peut-être pas un objectif de politique étrangère. Ça peut être un autre objectif. Autre élément de réflexion sur la volonté politique, qui est là issu d'un numéro spécial que j'ai dirigé avec Sabine Sorger sur les résistances au droit souple dans la politique étrangère. Donc c'est l'exemple de croisement un petit peu de ces thématiques. Donc en fait, dans ce numéro spécial, on prend la politique étrangère comme du vrai droit, si je puis dire. Et on essaye de voir de quelle manière les États peuvent résister à ce droit. Donc l'idée est qu'il n'y a pas de raison de considérer du droit souple différemment du droit dur, d'une certaine manière. Donc on peut très bien se demander pourquoi une norme de politique étrangère établie au niveau européen n'est pas mise en œuvre, et pourquoi les États y résistent à cette mise en œuvre. De la même façon qu'on se demandera pourquoi un règlement du Conseil et du Parlement pose des problèmes d'application dans un État membre. Donc c'est intellectuellement la même démarche. Il peut y avoir des spécificités parce que la norme ne contient pas d'obligations juridiques, ou même si elle contient des obligations juridiques, c'est pas contrôlé par la Cour. Mais en tous les cas, intellectuellement, on peut se demander un peu de la même façon où sont les résistances, quelles sont les formes de résistance et les facteurs de résistance. Et on observe dans ce numéro spécial, je crois que ça pourrait très bien s'adapter au cas de la responsabilité de protéger, même si ce n'est pas un des cas qui était inclus dans le numéro spécial. On s'aperçoit que très souvent la résistance ne se fait pas sous la forme d'une contestation directe de la norme.
C'est-à-dire qu'on n'affiche pas ouvertement le fait qu'on s'oppose à la norme, mais généralement on la contourne, c'est-à-dire qu'on fait comme si elle n'existait pas. Et on n'a peut-être même pas besoin d'utiliser la diversion qui est l'interprétation d'une norme de manière différente de l'interprétation prévue à l'origine. C'est-à-dire qu'on cherche à interpréter la norme en la tirant vers quelque chose d'autre. Dans le cas de la responsabilité de protéger, la norme ayant un contenu relativement flou, on n'a même pas besoin de la diversion. Ce qu'on utilisera le plus souvent, je pense, c'est le contournement. On fait comme si ça n'existait pas. Si on regarde quels sont les facteurs de résistance, on s'aperçoit que, alors il y a 4 facteurs qu'on peut évoquer. La distance cognitive, c'est la distance existant entre la position d'un état et la norme qui a été adoptée à un moment donné. Au sein de l'Union européenne, les États ont chacun leur position, et puis finalement, la décision qui est prise est le résultat d'un consensus entre ces positions. Mais donc certains États peuvent se trouver très très loin de la position médiane qui a finalement fait l'objet d'une décision, et d'autres États peuvent au contraire être très proches. Eh bien, ceux qui se trouvent très éloignés de la position, de la position médiane, si je puis dire, sont souvent ceux qui ne veulent pas mettre en œuvre la norme lorsqu'elle a été adoptée. Pour dire les choses autrement, ceux qui étaient opposés à une notion de responsabilité de protéger permettant des interventions militaires ne vont pas favoriser l'invocation de la notion au niveau onusien ou le lancement d'une opération européenne une intervention humanitaire ou une intervention justifiée par la responsabilité de protéger. Voilà. Et l'autre élément explicatif important, c'est l'absence de sanctions. Donc là, on est quand même dans du droit souple. La Cour de justice, il n'y a pas de sanction possible par la Cour de justice. Et même si on élargit la notion de sanction à une sanction sociale plus large, il n'y a pas de risque pour les États de ne pas intervenir. J'en viens maintenant aux capacités. Les capacités, c'est un thème très courant en matière d'action extérieure de l'Union européenne que de considérer que les limites en termes de résultats s'expliquent par un manque de capacité. Et donc déjà Christopher Hill, au début des années 90, parlait du Capability Expectations Gap, c'est-à-dire de cet écart entre ce que l'on attend de l'Union européenne et ce qu'elle est véritablement capable de faire étant donné ses capacités. 3 aspects peuvent, à mon sens, intervenir dans le cadre de cette évaluation des capacités. Pour moi, la notion de capacité renvoie à l'autonomie de l'Union par rapport aux États, renvoie à la cohérence de l'action de l'Union et renvoie aux capacités opérationnelles. Juste un mot sur les 3. L'autonomie a été renforcée, mais on voit bien qu'il y a des limites. Elle a été renforcée parce qu'il y a eu une institutionnalisation de la PESC qui a permis à la PESC d'intégrer des mécanismes d'alerte rapide, de prévention des conflits, de gestion des conflits, qui sont aujourd'hui des services ou des bureaux ou des unités du service européen d'action extérieure. Donc il y a une institutionnalisation de ces questions-là au sein du service européen d'action extérieure essentiellement, lequel abrite des délégations qui aujourd'hui sont des délégations de l'Union européenne et non plus des délégations de la Commission, donc qui ont un champ de compétences élargi, qui peut inclure les questions de sécurité et les questions politiques. Et puis, les organes de la PSDC, il y a un état-major, un comité militaire, un comité politique et de sécurité. Mais si on en vient vraiment à la responsabilité de protéger, il n'y a par exemple pas de représentant spécial de l'Union européenne sur la responsabilité de protéger, qui pourrait faire le pendant du conseiller spécial de l'ONU sur ces questions-là. Il y a
un problème de représentation unitaire au sein du Conseil de sécurité qui est véritablement très lourd. Le fait qu'on passe par la France et le Royaume-Uni, avec le Brexit, on passerait par la France uniquement. Et il n'y a pas de mandat clair pour la négociation, comme pour la négociation d'un accord commercial. On n'a pas ce type de mécanisme avec le Conseil qui fixe un mandat et ensuite un agent, que ce soit la Commission ou la haute représentante, qui se tient aux limites de ce mandat. Donc en termes d'autonomie, on a une capacité juridique moindre que dans d'autres domaines d'action de l'Union européenne. En termes de cohérence maintenant, alors l'aspect vertical de la cohérence, c'est-à-dire entre l'Union et les États, on a un certain nombre d'obligations juridiques, ce qu'on oublie parfois, y compris dans le domaine de la pesque. Il y a des obligations juridiques, je les ai listées ici, mais je ne vais pas les décrire une par une, mais il y a toute une série d'articles qui donnent aux États membres l'obligation d'agir dans un sens plutôt que dans un autre. Mais là encore, il y a des limites qui sont assez importantes et qui sont, je dirais, liées au fait que la norme qui émerge ici, à la fois sur le plan international et sur le plan européen, à savoir la responsabilité de protéger, reste floue et de ce fait peut plus difficilement être mise en œuvre du fait de son caractère flou. Par ailleurs, deuxième limite importante en matière de cohérence verticale, il y a dans ces domaines-là de nombreux instruments ou plusieurs dispositions qui restent lettres mortes, qui ne sont pas mises en œuvre. L'article 44, la possibilité pour un petit groupe d'États de mener des opérations, ça n'est pas mis en œuvre. La coopération permanente structurée entre un certain nombre d'États visant à mettre en place une politique de défense plus élaborée, n'a pas été mise en œuvre jusqu'à décembre 2017. Donc là, on a une évolution, mais très récente, alors qu'en réalité, ça date du traité de Lisbonne. Le centre d'opération, c'est une sorte de QG européen, a été utilisé dans la Corne de l'Afrique, mais avec des limites importantes. Sur le plan horizontal, cohérence entre les domaines de l'action extérieure. De la même façon, on a des évolutions dans le sens d'un renforcement de la cohérence avec plusieurs articles qui obligent les institutions à tenir compte des autres politiques, donc la cohérence externe de manière générale. Sur le plan plus politique, c'est mis en œuvre à travers le concept d'approche globale qui est censé sous-tendre tous les domaines d'action de l'Union européenne. Donc c'est en quelque sorte l'approche globale, c'est la mise en œuvre politique du concept juridique de cohérence externe. Mais là encore, on s'aperçoit que la diversité des modes de fonctionnement de l'action extérieure de l'Union crée des problèmes. Je donne l'exemple du financement des opérations extérieures. Le financement des opérations civiles est porté sur le budget de l'Union européenne. Le financement des opérations militaires, lui, est à la charge des États, sauf pour une petite partie des coûts qui relèvent du mécanisme Athéna. Le Parlement, par exemple, est diversement impliqué, mais plus on s'approche de la sécurité et de la défense, moins le Parlement est impliqué. Je rappelle cette idée de bataille de frontières entre les institutions. Le service européen d'action extérieure a pu en partie résoudre ce problème puisqu'il a été composé à partir de personnel venant à la fois du Conseil et de la Commission, mais par exemple il y a toujours une DG chargée du développement. Et donc en soi, le service européen d'action extérieure n'a pas regroupé l'ensemble des services chargés des questions extérieures. Et par ailleurs, alors mes collègues au sein de la Task Force qui ont par la suite publié un article
parle du manque de réceptivité de la bureaucratie européenne à l'égard de la notion de responsabilité de protéger. Ça, c'est lié à cette expérience de la Task Force sur la prévention des atrocités de masse, où la Task Force a essayé d'exercer une influence à travers des propositions visant à inscrire la responsabilité de protéger et la prévention au sein du service européen d'action extérieure et dans les politiques de l'Union. Et globalement, la résistance était très forte de la part des institutions de l'Union. Lacunes opérationnelles, très rapidement, je ne vais pas détailler l'ensemble des lacunes militaires en matière de capacité militaire de l'Union européenne, mais l'une des idées serait aussi que dès lors qu'il y a des ressources qui manquent, l'Union européenne ne peut pas aller très loin en matière opérationnelle. Elle ne peut pas mener d'opérations qui impliquent un degré de risque trop important par rapport aux capacités qui sont les siennes, malgré le fait qu'il y a une obligation capacitaire dans le traité, mais même si c'est une disposition du traité, article 42.3, elle reste très souple pour moi. C'est du droit dur, souple. Récemment, on a un certain nombre d'avancées en matière d'Europe de la défense qui pourraient signaler un changement possible avec 3 instruments, CARD, PESCO et le Fonds européen de défense, qui sont 3 instruments coordonnés sur lesquels je pourrais revenir si vous le souhaitez, mais qui pourraient, s'ils donnent des résultats, aboutir à une situation où les capacités militaires de l'Union européenne seraient assez largement renforcées. Mais c'est une tendance encore récente qui date de 2016 essentiellement. Je termine avec la dernière dimension, les opportunités et les contraintes qui peuvent venir de l'extérieur du système européen d'action extérieure. 3 éléments très rapidement. Parfois, des raisons de politique intérieure peuvent aussi expliquer les résultats ou les manques de résultats. Cet exemple est très révélateur. L'Allemagne, par exemple, a pris part aux frappes aériennes au Kosovo en 1999. Pourquoi elle n'intervient pas en Libye en 2011 ? Alors, ça peut être lié au fait que la situation n'est pas la même, le type d'intervention n'est pas le même, mais voilà, c'est aussi un contexte électoral difficile pour Angela Merkel à ce moment-là, et tout simplement une intervention militaire dans ce cadre-là, avec une opinion publique très réticente, n'était pas forcément opportun. Le contexte européen peut aussi jouer. La crise économique et financière a joué contre un engagement important de l'Union européenne en matière de responsabilité de protéger. Le Conseil européen, qui est chargé ou censé donner des lignes directrices, a vu son agenda rempli par des questions économiques et financières, et donc n'a pas traité les questions de gestion de crise internationale, sauf dans une période plus récente, justement à une période où la crise économique et financière tendait à s'effacer. Le Brexit, la crise des réfugiés, tout cela aussi ne joue pas en faveur d'un engagement fort. En particulier cet argument-là, la crise des réfugiés est peut-être considérée comme un cas où l'Union européenne elle-même ne protège pas certaines populations, même si ce n'est pas forcément sous cet angle-là qu'est perçue la question des réfugiés. Néanmoins, c'est un peu difficile pour l'Union européenne d'avancer dans le domaine de la responsabilité de protéger en pleine crise des réfugiés, où on pourra lui renvoyer à la figure, si je puis dire, le fait qu'elle-même ne fait pas tout ce qu'il faut pour aider les populations en danger. Le contexte international, pour terminer, donc il y a parfois des éléments externes qui ne sont pas forcément favorables. De manière générale, sans détailler trop, parce que le temps passe, mais de manière générale, ça joue dans les deux sens. C'est-à-dire que
L'Union européenne elle-même n'est pas au clair sur la notion de responsabilité de protéger, et donc elle peut difficilement promouvoir un concept précis au niveau international. Mais en sens inverse, le fait que le concept soit flou au niveau international ne permet pas non plus de favoriser l'unité européenne sur ces questions-là. Et je conclus en quelques mots pour dire que on a un engagement très modéré de l'Union européenne sur cette question-là, qui est très révélateur du type d'acteurs que nous avons, auquel on est confronté, le type d'acteur que l'Union européenne est aujourd'hui. Un acteur qui parfois peut obtenir des résultats, parfois non. Mais dans ce domaine-là, on voit bien quelles sont les limites de l'Union, à la fois en termes de volonté, de capacité. Et pour que cet engagement de l'Union européenne en faveur de la responsabilité de protéger se raffermisse, que faudrait-il ? Il faudrait qu'un de ces éléments évoqués en deuxième partie évolue. Alors, quelques pistes possibles. Le couple franco-allemand, c'est un peu la clé, surtout en période de Brexit. Le couple franco-allemand est sans doute la clé. Ça signifie qu'il faudrait un rapprochement de la position de retenue militaire de l'Allemagne en direction de la position plus interventionniste de la France. Donc ce serait une possibilité qu'on ne voit pas totalement se mettre en place actuellement. L'évolution peut venir des capacités, et là tout l'enjeu c'est de savoir ce que donnera la relance de la défense européenne et de quelle manière ça peut avoir un impact sur le rôle de l'Union en matière de responsabilité de protéger. Mais néanmoins, je terminerai là-dessus, il ne faut jamais avoir non plus une approche totalement eurocentrée, même si on est européaniste comme je le suis. Tout ce qui concerne les évolutions de l'Union en tant qu'acteur n'est pas uniquement déterminé par l'Union européenne elle-même, mais l'est aussi par le contexte international ou la situation dans les États membres. Même si on cherche à s'intéresser à l'émergence de normes européennes ou d'acteurs européens, l'évolution de cet acteur ou l'évolution des normes européennes dépend aussi de ce qui entoure l'Union, de son contexte international et des acteurs à l'intérieur, à savoir les États membres. Voilà, je vous remercie, j'étais un petit peu trop long, je vous remercie.